Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, des membres du gouvernement ont visité des écoles pour voir l'état des classes qui ont été occupées par des sinistrés des inondations. La rentrée des classes, c'est le 4 novembre prochain. La synthèse de ces visites dans cette édition. Nous ferons un tour à Ouaga au Siao. La journée d'aujourd'hui a été consacrée aux pays invités spéciaux. Les temps forts avec nos envoyés spéciaux. Nous ferons également la synthèse de la première semaine de la COP16 sur la biodiversité à Cali en Colombie. La deuxième semaine commence demain lundi et le mardi et mercredi sont consacrés à la session ministérielle. Bienvenue dans la grande édition de ORTM 1. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga s'est rendu aujourd'hui à Nioro du Sahel pour présenter les condoléances du peuple malien du président de la transition du gouvernement Abouya Aïdara après le rappel à Dieu de l'une de ses épouses. Nous vous proposons d'écouter Dr Choguel Kokala Maïga, des propos recueillis par nos envoyés spéciaux Mamari Koné et Ali Outouri. J'ai donc demandé l'autorisation au président de la transition de venir présenter mes condoléances à la famille. C'est un homme qui s'intéresse beaucoup à la situation du Mali. Donc, il n'a pas manqué de nous poser beaucoup de questions, de nous donner son analyse de la situation. Je l'ai donc remercié en lui disant que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est suivre la feuille de route que les assises nationales de la transition avaient tracée. C'est-à-dire de rester ensemble. Que si au sommet de l'État nous restons ensemble, le Mali va retrouver la paix et le bonheur. Qu'un jour, peut-être d'autres vont se battre pour avoir des visas à venir au Mali. J'ai indiqué au shérif ce que j'ai toujours répété aux militants du M5 RFI et aux Maliens. La première des choses, dans tout ce que nous disons la vérité. Il ne faut jamais dire de contre-vérité dans l'espoir de dénigrer les gens ou tromper les Maliens. La deuxième chose, les militaires, les hommes en tenue du Mali qui se battent pour nous donner un pays, pour nous donner confiance, je les appelle souvent les monobodéons, nous devons les respecter, les aimer, les sacraliser, parce qu'ils sacrifient leur vie pour que nous puissions être tranquilles. Même la cérémonie, j'ai dit au shérif, nous sommes ensemble ici, en cérémonie, mais il y a des militaires qui sont sur le terrain, qui sont en train de se battre et risquer leur vie. La troisième chose, c'est que celui que le destin a fait qu'il est à la tête du Mali aujourd'hui, il faut le respecter. Vous l'avez certainement vu dans le 20h d'hier, des membres du gouvernement ont visité certaines écoles pour voir si tout est fin prêt pour le 4 novembre, date de la rentrée des classes. La plupart des écoles sont libérées, mais certaines ont besoin de réhabilitation et les membres du gouvernement ont rassuré sur les dispositions prises dans ce sens. La synthèse de la visite des ministres avec Bemba Sibi. Les élèves vont reprendre la route de l'école. Le doute des plus sceptiques a laissé la place à l'espoir des optimistes après la visite de certains établissements de la capitale par les membres du gouvernement. Les écoles se vident de leurs occupants temporaires, a constaté le ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale. Le général de division Abdoulaye Maïga, accompagné de deux de ses collègues, se sont rendus successivement au groupe scolaire Mamadou Goundo Simaga de Badlabougou, où ils ont trouvé une cour et des classes vides. Les occupants ont libéré les lieux. À l'école de Mayamougou Marché, certains occupants sont encore sur les lieux, mais leurs effets sont déjà en train d'être évacués. D'après ce qu'ils nous ont confié, c'est sur instruction express du gouverneur qu'ils ont été appelés à quitter les lieux. Les mêmes instructions du gouverneur de Bamako ont été appliquées à la lettre à l'école communautaire Père Tim 6 au quartier Sans Fil, au groupe scolaire Sega Diallo de Bozola et l'école fondamentale de Ifabako à Sebeninkoro, a constaté le ministre de l'Éducation nationale accompagné de 4 de ses collègues. La visite de terrain a permis de savoir que l'école fondamentale de Ifabako à Sebeninkoro
porte encore les stigmas des inondations. Ici, des travaux sont nécessaires pour accueillir les élèves pour la rentrée des classes. La délégation s'est rendue ensuite au groupe scolaire de Sebeninkoro ABC, un établissement choisi comme plan B pour accueillir les élèves de Ifabako si les conditions ne permettent pas la reprise des cours dans cette école embourbée dans un marécage. Les établissements de l'académie d'enseignement de Kalabankoro, notamment le groupe scolaire Mamadou Kunta et l'école publique de Katibougou, sont aptes à recevoir les élèves le 4 novembre 2024. Un constat fait par le ministre de l'Enseignement supérieur et son collègue de la Jeunesse et des Sports lors d'une visite guidée dans ces établissements. Toutes ces écoles visitées ont désormais un dénominateur commun, prêtes pour la rentrée scolaire 2024-2025. Nous partons à présent à Ségou, Kaye et Bougouni où les gouverneurs de ces différentes régions ont visité les écoles pour voir l'état des classes qui ont été occupées par les sinistrés. Le reportage de nos stations régionales, Ségou, Kaye et Bougouni. L'école Bada Soninkoura, commune urbaine de Ségou. Ici vivent 26 ménages sinistrés des inondations. Et cette école doit recevoir les élèves dans quelques jours. Le chef de l'exécutif régional vient constater de visu la situation. Bada Soninkoura, c'était le seul établissement qui nous posait problème en termes d'occupation suite aux inondations de cette année. Donc après cette visite-là et aussi du constat fait au niveau de l'intérieur qui nous est remonté, donc il ressort très clairement que la région est prête pour la reprise des cours le 4 novembre prochain, c'est-à-dire dans 10 jours. Des dispositions sont prises pour la libération totale de cette école. La solution temporaire, c'est le site que vous voyez, c'est l'occupé. C'est là que les 26 familles vont être logées avec des tentes qui sont réquisitionnées, qui vont être installées d'ici le lundi et les 26 familles seront logées là. Tout le monde s'est impliqué, les communautés, les collectivités, les partenaires. Tout le monde s'est impliqué pour qu'on puisse aller à l'école le jour prévu. Un travail collégial qui devra contribuer à créer les conditions favorables pour une bonne rentrée scolaire 2024-2025 dans la région de Ségou. Après avoir évalué les dégâts causés par les inondations à travers des visites sur les différents sites touchés et auprès des sinistrés dans leurs familles respectives, c'était la semaine dernière, le gouverneur des régions, le général de brigade Moussa Soumaré, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu ce jeudi à l'Anikoré, l'Anemodi et l'Anitunka dans la commune de Soni. Ces 3 villages situés à 80 km des Kaye ont été inondés, causant d'énormes dégâts matériels, entraînant ainsi le déplacement des habitants vers les écoles de la dite commune. Après la visite, nous pouvons constater qu'il y a très peu d'établissements qui sont encore occupés. Et sur plus de 2000 établissements dans l'académie d'enseignement des Kaye, il ne reste plus que 6 établissements qui sont encore occupés, environ une douzaine encore inondés. Donc toutes les dispositions sont en cours pour que les 6 établissements encore occupés puissent être libérés. C'est pourquoi nous avons apporté des tentes et il y a d'autres dispositions qui sont en cours pour que tous les établissements qui sont occupés par les sinistrés puissent être disponibles dans les jours à venir, voire les heures à venir. Dans l'ensemble, nous pouvons dire que l'Académie d'enseignement des Kaye sera prête pour l'ouverture le 4 novembre prochain. À l'issue de la visite, le gouverneur de la région a remis une enveloppe pour les sinistrés. Plusieurs écoles à travers le pays sont aujourd'hui occupées par les sinistrés ou effondrées à cause des inondations. C'est pourquoi la rentrée scolaire 2024-2025 a été reportée pour le 4 novembre prochain. Une rentrée scolaire dont les préparatifs battent l'air plein sur toute l'étendue de la région de Bougouni. Nous, à notre niveau, nous avons rencontré les acteurs de la communauté éducative pour passer en revue tous les aspects qui peuvent entraver quand même la rentrée des classes. Mais fort heureusement, quand même, dans une synergie d'action, nous avons pu quand même trouver des solutions. En tant que parents d'élèves, pour une reprise effective des classes, nous les parents d'élèves avons déjà procédé au désherbage de la cour de l'école et au nettoyage des salles de classe. Nous vous rassurons que tout est fin prêt ici pour le démarrage des cours le 4 novembre prochain. Pour que cette rentrée scolaire comble les attentes, le gouverneur veut à travers cette visite s'assurer le bon état des établissements scolaires de sa circonscription et la disponibilité des salles de classe pouvant accueillir les élèves à la date prévue. Le constat pour nous, il est rassurant. Il est rassurant, nous pouvons dire aujourd'hui à Bougouni, avec toutes les remontées d'informations que nous avons reçues, nous n'enregistrons pas
d'écoles effondrées suite aux inondations ni d'écoles occupées dans la région de Bougouni. Et la région de Bougouni est prête pour un démarrage effectif des cours pour le 4 novembre prochain. Partout où le gouverneur est passé, il s'est entretenu avec l'administration scolaire et le corps enseignant. Un entretien dans lequel il a beaucoup insisté sur la réussite de la rentrée scolaire qui s'annonce déjà très prometteuse dans la région de Bougouni. À présent, voyons l'actualité des FAMA sur le théâtre des opérations. Les forces armées maliennes ont mené une opération dans la localité de Nampala. Le commentaire de Abdoulaye Sakou. La meilleure manière de se défendre, c'est d'attaquer. Justement, c'est dans ce cadre que les FAMA ont mené des opérations offensives dans la localité de Nampala et ses environs. Le 24 octobre 2024 à Onguel, une base ennemie a été détruite avec la neutralisation d'une trentaine de terroristes ainsi que la saisie d'armes, de munitions et de 24 motos. Le 25 octobre 2024, une seconde opération a permis d'éliminer une dizaine de terroristes avec la récupération de divers matériels, y compris des pick-up et des motos. L'état-major général des armées exprime sa gratitude envers les valeureux soldats pour leur professionnalisme et leur dévouement exceptionnel. Les FAMA restent vigilantes et engagées à assurer la protection et la sécurité sur l'ensemble du territoire malien. La COP16 sur la biodiversité qui se déroule à Cali, en Colombie, entame demain, lundi, sa deuxième semaine avec la session ministérielle prévue pour mardi et mercredi. En attendant, nos envois spéciaux font la synthèse des activités de la première semaine, marquée par des plénières et panels. Siaka Konaté et Tayeb Adjaouyakoye. L'objectif de la COP16 est de mesurer les avancées enregistrées dans la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité 2 ans après son adoption à la COP15 à Montréal, au Canada. Le constat qui se dégage des plénières de cette première semaine, c'est que peu de ressources ont été mobilisées pour la mise en œuvre de cette convention sur la biodiversité. C'est pourquoi les pays en développement demandent aux pays développés de tenir leurs engagements et d'accroître les financements. Ils réclament la création d'un fonds spécial dédié à la biodiversité qui sera géré par le secrétariat du cadre mondial, ce qui devrait permettre, selon eux, d'assouplir les conditions d'accès au financement. Justement, l'assouplissement des mécanismes de financement fait également partie des doléances des pays en voie de développement qui jugent ces mécanismes complexes, car il y a des obligations difficiles à tenir pour eux. À titre d'exemple, pour bénéficier du financement, un pays doit être parrainé par un organisme de l'ONU dont les prestations sont prélevées sur les ressources allouées à ce pays. Un manque à gagner donc. Les pays en développement se battent d'autre part pour le partage de l'information du séquençage numérique, une technologie qui permet d'utiliser les gènes des ressources génétiques dans l'industrie alimentaire, la fabrication des produits pharmaceutiques et autres. Puisque ces ressources génétiques proviennent de chez eux, ces pays exigent qu'une partie des revenus générés par le séquençage leur soit versée par les pays développés. Ici, à la COP16, il a été question aussi de la restauration des terres dégradées à la faveur d'un panel organisé par la Banque mondiale et co-animé par le ministre en charge de l'environnement, Mamadou Samaki, a révélé que le Mali prévoit de restaurer 2 millions d'hectares, dont 400 000, à travers le projet de restauration des terres dégradées, PRTD, financé par la Banque mondiale à hauteur de 90 milliards de francs CFA pour 7 ans. Il couvre 8 régions. Les autorités souhaitent l'étendre à l'ensemble du pays, d'où l'appel du ministre Samaki à la Banque mondiale et autres partenaires à accompagner le Mali pour atteindre cet objectif. Le Mali demande également l'appui des partenaires pour finaliser le processus d'élaboration de sa stratégie nationale de biodiversité et de son plan d'action qui doit être présenté à la COP17 prévue en 2026. En attendant, notre pays a honoré l'engagement pris en 2022 de définir ses objectifs et indicateurs en matière de biodiversité pour la COP16. Il fait partie des 108 pays sur 196 qui ont déjà bouclé ce processus. À
l'AES Actualité au Burkina Faso, la journée d'aujourd'hui est consacrée aux pays invités spéciaux de la 17e édition du CAO. Au menu, manifestations culturelles, remise de distinction, envoyés spéciaux à Ouagadougou, Mamadou Fane et Alou Bekoni. L'AES a l'honneur ce dimanche au Salon international de Ouagadougou à travers une journée dédiée à ses pays membres. Le Mali et le Niger, pays invités spéciaux, ont été célébrés à l'occasion de cette journée par des manifestations culturelles montrant la diversité et la richesse culturelle de ces deux pays. Ce cadre d'exposition que son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, a instruit et a également visité en marge de la cérémonie officielle d'ouverture du CAO, répond à un impératif, celui de promouvoir la richesse du patrimoine artisanal de l'espace AES en donnant l'occasion de mettre en lumière le génie créatif de ses artisans. Cette journée est aussi un cadre pour renforcer la coopération culturelle entre les pays membres de l'Alliance à travers le secteur de l'artisanat. Le Mali participe à cette édition en s'associant pleinement aux idéaux et aux objectifs du CAO, et c'est conformément à la vision de nos chefs d'État, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta et le général Abdourahmane Tchani, père fondateur de la Confédération des États du Sahel. Faire de la culture et de l'artisanat un facteur d'intégration de nos peuples, mais également un levier de croissance et de développement de nos pays. Notre présence en qualité de pays invité spécial traduit les liens séculaires d'amitié et de fraternité qui unissent les peuples de l'AES. Nous sommes venus ici avec une délégation de plus de 100 artisans nigériens, talentueux, porteurs de notre savoir-faire et de notre riche tradition artisanale. Ils ont pour mission de partager avec vous leur création, leur créativité et leur passion pour un artisanat authentique, nourri par notre héritage ancestral. Au cours de cette cérémonie, le ministre burkinabé a décoré le ministre du Niger de la médaille de grand officier de l'ordre de l'étalon à titre exceptionnel. D'autres personnalités ont également reçu des distinctions de chevalier de l'ordre du mérite du commerce et de l'industrie avec Agraf Commerce. Parmi celles-ci, Mamadou Menkro Traoré, président de l'APCM. Un échange de cadeaux entre les trois ministres et une visite des stands dont celui de l'AES a mis fin à cette journée. Aussi, les ministres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI ont visité les stands du CAO pour encourager les artisans. Retour sur cette visite avec Moussaki. Deuxième jour des activités du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou-CAO. Des ministres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI arrivent sur le site du salon. La délégation visite les stands de l'Alliance des États du Sahel AES, puis les différents pavillons, le soleil levant, l'arc-en-ciel et le pavillon Kilimanjaro. Des œuvres d'art, de la mode, tout est donné à voir à ces visiteurs du jour. C'est merveilleux et cette visite nous a permis vraiment de nous rendre à l'évidence que nous avons de la richesse que nous devons promouvoir, nous devons développer. Et cette visite permet à nous, décideurs politiques, de nous rendre compte effectivement que cette créativité concourt à la lutte contre le chômage, à la création d'emplois. Stand après stand, la délégation de l'OAPI découvre les merveilles de l'artisanat africain dans toutes ses facettes. À partir d'aujourd'hui, nous aurons un autre regard pour développer, encourager et aller même au-delà, puisque nous avons lancé un appel pour que notre organisation et tous les pays africains puissent se mettre ensemble afin de promouvoir la richesse africaine. Cette visite au CAO fait suite à la réunion des ministres de l'OAPI dans la capitale burkinabé. Et ses amis du pays des hommes intègres repartent avec de beaux souvenirs et des présents du 17e Salon international de l'artisanat de Ouagadougou.
à présent de la fin des journées de consultation gratuites initiées dans le cadre du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion par le ministère de la Santé et du Développement social. Ces journées de consultation ont concerné plusieurs maladies. Le bilan avec Souleymane Sidibé. L'une des activités phares du mois de la solidarité s'est achevée sur une bonne note. Il s'agit des journées de consultation médicale gratuites organisées par le ministère de la Santé et du Développement social. Ces consultations de masse concernaient le dépistage du palu, du diabète, de l'hypertension. Étaient également concernés la pédiatrie, la médecine générale, du cancer du col et du sein. Au total, 1271 personnes ont été consultées, dont 585 dans le box de diabétologie, 144 patients dans le box de la pédiatrie et dans celui du palu, 200 patients dont 10 cas positifs. Dans le domaine de la médecine générale, 276 patients ont été consultés. Quant au dépistage des cancers du col et du sein, 177 femmes entre 15 et 64 ans dont 2 cas positifs pour le col et 2 autres cas suspects pour cancer du sein. Pour mener à bien ces consultations, plus de 100 agents de santé ont été mobilisés. Au regard de la participation massive des populations, on peut dire sans risque de se tromper que la réussite est effective. Toujours dans le cadre du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, lancement de la caravane 3e âge à Bamako. Cette caravane permet de faire des consultations gratuites en médecine générale, cardiologie, urologie, ophtalmologie et des dons de médicaments. Le point avec Koumba Sissé. Le Conseil national des personnes âgées du Mali collabore avec la Fondation Orange depuis près de 20 ans. De ce partenariat est née l'initiative de la consultation ophtalmologique gratuite en faveur des personnes âgées. Depuis l'année dernière, la caravane dénommée Caravane 3e âge s'intéresse à d'autres maladies. Rien qu'en 2023, près de 5000 consultations gratuites ont été faites en médecine générale, cardiologie, urologie et 1900 contrôles glycémiques. Concernant le don du médicament, plus de 2200 personnes en sont bénéficiaires. Pour la campagne de cette année qui vient d'être lancée, la Fondation Orange a injecté plus de 38 millions de francs CFA dans les activités. Pour l'édition 2024, la caravane 3e âge sillonnera le district de Bamako, les localités de Yélimane à Kaye, Tomignan et Kolondjeba avec pour ambition de réaliser 2250 consultations et 150 chirurgies de la cataracte à l'horizon janvier 2025. Les médecins feront le déplacement ophtalmo, ils trouveront les médecins consultants en médecine générale sur place, le travail il sera fait, la restitution sera faite et les dispositions qu'il faille prendre pour la mise à disposition des produits pharmaceutiques seront prises, mais seulement dans la limite du stock disponible. Avec l'âge, les organes s'affaiblissent. C'est pourquoi beaucoup de nos aînés souffrent de maladies oculaires. Je vous encourage, chers aînés, à venir afin que votre vue soit corrigée, améliorée, contrôlée. En marge du lancement de la caravane 3e âge, à la Maison des aînés, une salle multimédia a été inaugurée pour les vieilles personnes. Une salle équipée par la Fondation Orange pour un montant d'environ 10 millions de francs CFA. La 4e semaine du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion est dédiée à la jeunesse et à l'emploi. Cette semaine a été animée par des visites de courtoisie, une conférence intergénérationnelle, une journée de consultation et un match de gala. Le point avec Abdelkarim Kaba. Dédiée à la jeunesse et à l'emploi, la 4e semaine du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion a été bien animée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la Constitution citoyenne. D'abord, Abdelkassim Ibrahim Fomba s'est rendu dans les différentes familles des anciens responsables de la jeunesse. Cette visite a conduit le ministre Fomba et son équipe à Djelebougou en commune 1 du district de Bamako, chez Ali Sangaré, Brema Koulibaly Dimolo. Ensuite, à Nyamana, chez Abdraman Boatouré et à Garantigbou en commune 5, dans la famille de Fassiri Madjakiti. Ces anciens cadres de la jeunesse ont servi la patrie avec loyauté et ont été encouragés par le chef du département en charge de la jeunesse et des sports. Une conférence intergénérationnelle a été aussi à l'honneur.
l'Association des personnes âgées et le Conseil national de la jeunesse de Bamako ont échangé avec le ministre Fomba. La conscientisation de la jeunesse, le patriotisme, le rôle des anciens dans le développement du sport du pays sont les sujets abordés. Une journée de consultation en ophtalmologie, en cardiologie, en médecine générale et don de médicaments aux anciennes gloires du sport malien est initiée par la même occasion. Pour les partenaires, ce geste participe au renforcement de la jeunesse et du développement du pays. C'est un devoir de reconnaissance aux anciens et au ministre Abdelkassim Ibrahim Fomba de rassurer cette couche. Au département en charge de la jeunesse et des sports, cette 4e semaine du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion a été remplie, en témoignent les différentes activités. La morgue du centre de santé et de référence de Korofina, en commune 1 du district de Bamako, a été réhabilitée dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, coût des travaux 31 millions de francs CFA. Aliou Abdoulaye Touré. C'est une morgue plus rayonnante et plus spacieuse d'une capacité d'accueil de 78 places, entièrement rénovée, qui vient d'être mise à la disposition du centre de santé de référence de Korofina. À la faveur de cette réhabilitation, la morgue du centre de santé de référence de la commune 1 comportera 78 places, dont 12 pour les enfants et 66 pour les adultes. Elle disposera également 4 sites de lavage des corps, dont 2 pour les hommes et 2 pour les femmes. Je m'engage aux côtés du personnel de santé pour une utilisation judicieuse des locaux. La morgue a vu le jour grâce à un généreux donateur du nom de Cheikh Nahamala Sempara. Mais depuis un moment, la morgue était dans un état délabré. C'est pourquoi l'appel de la rendre opérationnelle a été entendu. La morgue était exiguë, ça ne pouvait pas prendre beaucoup de personnes, ça avait 6 places. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a 78 places. Leur dire que le président Assimi appelle chaque fois les Maliens à la solidarité. La solidarité envers nous, que les Maliens se donnent la main autour du Mali. Seul le Mali compte. C'est la solidarité qui doit être malienne. Mettre à la disposition une morgue, parce qu'on sait que personne ne vient à la morgue avec gaieté. Si le minimum de conditions n'est pas réuni, ce n'est pas facile. Dire aux Maliens que mettre à la disposition une morgue à la population, c'est salutaire. Comme pour dire que l'accueil et la conservation des corps constituent une activité importante dans une structure de santé. À Kidal, le gouverneur a présidé une cérémonie de distribution de vivres destinés aux personnes âgées et aux déplacés internes de Kidal. Le reportage est signé Sidi Elmedi Ag Albaka et Sungalo Doumbia. La compassion est la clé du bien-être de la solidarité humaine. En marge des activités du mois dédié à la solidarité, la cour du gouvernorat de Kidal a été submergée par une forte charge d'émotions. Elles sont personnes âgées ou vivant avec handicap à converger vers le gouvernorat de Kidal où le général de division Al-Haj Gamou a fait parler son cœur. La continuité du mois de solidarité dans la région de Kidal, c'est toujours cette donation de ce matin d'ailleurs, c'est spécial parce que c'est des gens qui ont été sélectionnés dans les différents quartiers de Kidal et qui sont majoritairement des handicapés et des aveugles, donc et des femmes et des hommes. Sans aucun doute, cette distribution au profit des personnes vulnérables de Kidal a marqué le cœur et les esprits. Nous n'avons pas de mots pour remercier le gouverneur de Kidal pour ses gestes et son implication personnelle qui nous a permis de bénéficier aujourd'hui au même titre que les autres. À noter que le chef de l'exécutif régional, en plus de dons, a mis des véhicules à la disposition des bénéficiaires pour assurer le transport de leurs kits alimentaires dans leurs familles respectives. Mois d'octobre également, mois du consommé local à Ségou, une journée a été lancée dans ce sens. Une foire, exposition et une conférence thématique ont permis de mettre en exergue les potentialités économiques de la région de Ségou. Reportage à Kandesila et Bakari Traoré. C'est au son du folklore bambara de la troupe régionale de Ségou que la journée du consommé local a été donnée à Ségou
avec comme leitmotiv « Valorisons et consommons nos produits locaux ». Une journée portée par la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. C'est une première ici à Ségou. Nous saluons cette initiative qui permettra de mettre en valeur nos produits locaux. De l'accoutrement au panel thématique, en passant par des produits locaux, tout est mis en œuvre pour valoriser le potentiel économique de la région. L'objectif de cette journée est certes d'accompagner les efforts de transformation des produits locaux dans notre espace communautaire, mais il vise également à soutenir la production et les investissements dans les unités de transformation existantes, comme c'est le cas de la Comatex, qui constitue aujourd'hui un véritable outil de mise en œuvre de cette initiative du consommé local en région de Ségou. Et remise des tenues traditionnelles aux autorités et visites guidées des stands d'exposition ont permis aux participants de voir l'énorme potentialité de la région. Et le mouvement au mouvement patriotique pour la solidarité nationale à Malikanou vient de remettre un don à la population de Kangaba, don composé de médicaments, de kits scolaires entre autres. Le reportage de Youssouf Diakité et Toumani Diabaté. Le mouvement patriotique pour la solidarité nationale Malikanou manifeste sa fibre patriotique à travers ce don au cercle de Kangaba. Un des objectifs du mouvement Malikanou dans la matérialisation de ces objectifs du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Les dons essentiellement composés de matériel didactique, de kits scolaires, de médicaments, entre autres. Nous avons répondu à l'appel des autorités de la transition. Donc, on fait appel aux bonnes volontés en ces périodes dures et difficiles pour nos populations, d'être solidaires. Les autorités communales, politiques et administratives de Kangaba ont accueilli le geste avec joie et allégresse. Je tiens à remercier très sincèrement les donateurs, l'association Malikanou, l'association aussi pour la défense de la couverture des maladies, et aussi les autorités communales et villageoises de Kanyugo qui ont accueilli cet événement-là. Ça, c'est un apport capital. Et ça vient en appui aux efforts de l'État qui est en train de s'invertir surtout ces derniers jours pour que la rentrée scolaire puisse se faire vraiment dans des conditions vraiment les meilleures. L'un des moments forts de la cérémonie a été la présentation de sketchs de sensibilisation sur l'importance de l'assurance maladie obligatoire, une idée de l'association pour la défense de la couverture des maladies. L'occasion était bonne pour la population de remercier une fois de plus le mouvement patriotique pour la solidarité nationale Malikanou. Et cette action humanitaire de l'association Idganda, elle a pu mobiliser des fonds, des vivres et des non-vivres pour aider les sinistrés des inondations. Les membres se sont réunis pour acheminer le don vers les localités comme Bamba, Ansongo, entre autres. Al-Jumatina. Tout comme au centre, au sud, le nord de notre pays n'a pas aussi été épargné par des pluies diluviennes ayant causé d'importants dégâts. À cet effet, l'association des communautés de culture Songoï en mouvement Irganda sonne la mobilisation pour venir en aide aux sinistrés d'inondations dans certaines localités du nord. Nous avons reçu beaucoup d'habits, des chaussures, voire des lits qui nous ont été envoyés par des donateurs. Nous avions souhaité échanger entre nous pour voir quelle est la meilleure manière de répartir ces ressources-là. Nous avons également reçu des médicaments. Nous avions collecté 10 800 000. Ce sont les ressortissants de nos différentes communautés qui ont bien fait parler leur cœur. En attendant d'autres appuis, les membres de l'association Irganda se sont penchés sur la clé de répartition de la somme mobilisée jusque-là entre les localités concernées. Et également, ils ont échangé sur les dispositions à prendre pour l'acheminement des dons obtenus vers les sinistrés.
Et l'Association pour le développement intégré du Cercle de Gargando a lancé ses activités ici à Bamako. Le développement durable du Cercle de Gargando est au cœur des préoccupations. Nous retrouvons Youssouf Diakité. Les ressortissants du Cercle de Gargando et les sympathisants de l'Association pour le développement intégré du Cercle de Gargando réfléchissent sur comment atteindre l'objectif du développement durable du Cercle. Cela, c'est à la faveur du lancement des activités de l'association. L'ADCG est née d'une volonté forte, promouvoir la paix, la solidarité et le développement dans cette région. Nous croyons que la paix est la condition première de tout progrès. Elle ne s'impose pas, mais se construit par des actions concrètes et des engagements collectifs. C'est ce que nous souhaitons accomplir. Notre association se donne pour mission de renforcer les liens de fraternité, de promouvoir des projets qui stimulent l'économie sociale, d'améliorer les conditions sociales, de garantir l'accès à l'éducation, en particulier pour nos jeunes et nos filles. Le président d'honneur de l'Association pour le développement intégré du Cercle de Gargando invite l'ensemble des fils du Cercle à s'unir comme un seul homme pour faire face au développement durable de la localité. On ne peut pas développer une zone sans la paix. Donc c'est pourquoi la première des choses d'abord, c'est d'œuvrer à ce que ceux qui ont quitté ces terroirs-là reviennent et de mettre l'accent sur les actions de cohésion sociale, de vivre ensemble, etc., pour qu'au moins on puisse retrouver la tranquillité d'antan. Sans ça, on ne peut pas parler de développement. Outre les ressortissants et les sympathisants du Cercle de Gargando, la cérémonie a regroupé de nombreuses personnalités. La bourse de sous-traitance et de partenariat du Mali tient la session ordinaire de son comité de pilotage. C'est pour renforcer la compétitivité des entreprises locales, soutenir le développement durable, promouvoir l'entrepreneuriat, entre autres. Reportage à Fadema Keita. Pour l'administration de la bourse de sous-traitance et des partenariats du Mali, BSTP Mali, des échanges sur les thématiques au centre de ce comité de pilotage restent aujourd'hui impérieux pour l'atteinte des objectifs et missions de la bourse. Avant donc la synthèse et les recommandations, la redynamisation du BSTP Mali serait très difficile sans réflexion approfondie sur les outils de gestion de la sous-traitance développés par le réseau des BSTP UMOA, les sous-traitances dans le secteur minier, cas du lithium du Mali SA, et dans l'industrie alimentaire, cas du Bramali. Nous avons élaboré une politique en la matière, une stratégie qui va constituer à créer et à élaborer non seulement des programmes et des projets à l'endroit des entreprises, parmi lesquels on peut citer les programmes de labellisation et de certification des entreprises, les programmes de recensement diagnostique des entreprises. Nous voulons donc que la BSTP puisse s'occuper de faire l'identification des potentialités, de pouvoir mettre en route les bonnes stratégies pour le contenu local et que la BSTP puisse travailler en collaboration avec les organisations internationales et les organisations locales d'appui. La bourse de sous-traitance et de partenariats du Mali, BSTP Mali, se présente comme un levier essentiel pour maximiser l'intégration des entreprises locales dans les chaînes de valeur minière. La mission principale de la BSTP Mali est de faire les mises en relation des offres et des demandes des biens et services en vue de permettre aux entreprises PME, PMI d'optimiser l'utilisation de leurs ressources opérationnelles et techniques. Créée en 2011, la bourse de sous-traitance et des partenariats du Mali, BSTP Mali, par le Conseil national du patronat du Mali en collaboration avec le Bureau international du travail, vise à promouvoir la sous-traitance, le partenariat et le développement du contenu local dans tous les secteurs économiques. Les travaux de la 62e Assemblée générale de l'AGMPM ont démarré à Bamako. Le leadership chrétien face aux défis majeurs actuels, c'est le thème choisi pour cette session. Le reportage est signé Youssouf Diakité et Mamadou Sidibé.
C'est sous fond de prière pour la paix et la restauration définitive de la sécurité au Mali que les travaux de cette 72e session de l'Assemblée générale de l'AGPM, Association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques au Mali, ont démarré. Il s'agit pour les leaders religieux chrétiens de réfléchir et d'analyser le rôle qu'ils pourront davantage apporter à la sécurisation et à la restauration définitive de la paix. Si nous voulons avoir un message pour notre monde divisé, nous-mêmes, on doit d'abord être unis. Le Mali a besoin d'une église unie pour pouvoir apporter un message de paix et d'amour visible à notre cher Mali qui en a tellement besoin de tout cela en ces temps que nous vivons. Le département en charge des affaires religieuses, du culte et des coutumes invite une fois de plus l'ensemble de la communauté religieuse à s'unir comme un seul homme pour sauver l'essentiel, le Mali. C'est donc le lieu pour moi de remercier très sincèrement l'AGPM pour tous les efforts qu'elle a déployés pendant l'année 2024. Nous avons été témoins des bonnes et nombreuses initiatives qu'elle a entreprises cette année pour la recherche et la consolidation de la paix et de la cohésion sociale au Mali. À l'issue des travaux, l'Assemblée générale formulera des recommandations allant dans le sens de la culture de la paix, de la sécurité et du vivre ensemble. Encore un mot de culture dans cette édition et parlons de la première édition d'un défilé de mode dénommé Dogon Fashion. Les organisateurs entendent promouvoir la culture malienne en général et celle des Dogons en particulier. Allons à la découverte de la culture Dogon dans le cadre de la mode avec Suleiman Sidibé. Le combat culturel est un devoir des générations et chaque génération le mène en sa manière avec ses moyens. L'association Fraternité se bat pour promouvoir et sauvegarder la culture Dogon. Pour elle, c'est un devoir de préserver cette culture léguée par les ancêtres à tout prix. En initiant Dogon Fashion, nous avons voulu braquer les projecteurs sur la beauté du patrimoine vestimentaire Dogon et de promouvoir ainsi ce secteur. Les enjeux de la tenue Dogon sont socio-culturels, identitaires et socio-économiques. Le secteur fait vivre de nombreuses familles dans un contexte où l'insécurité a mis à genoux l'économie locale. Pour l'atteinte de ces objectifs, elle invite les créateurs de mode à faire montre de leur savoir-faire. On a été sollicité pour venir défiler, habiller des mannequins et tout, à travers nos œuvres. La création Fini Fashion, comme on le dit. Consommons ce que nous produisons, je n'arrêterai pas de le dire. La culture malienne, c'est pour nous tous. Si les Dogons décident de valoriser la culture malienne, pourquoi ne pas les accompagner? Et la présidente, Mme Fatma Kenyan Batouli, est là pour toute la communauté du Mali, du nord au sud. Le parrain et le ministre de la Culture invitent les initiateurs à pérenniser cette initiative, car selon eux, la culture est l'identité de tout homme. Pour moi, un grand honneur, mais en réalité aussi une grande satisfaction de voir que les jeunes Dogons en particulier, mais d'une manière générale, la jeunesse malienne prend conscience du défi existentiel de nos cultures aujourd'hui. Faisons en sorte que nous soyons nous-mêmes d'abord, que nous puissions maîtriser d'abord ce que nous faisons et ce que nous produisons avant de nous tourner exclusivement vers l'extérieur. À travers la culture, on reconnaît qui est qui fait quoi, d'où vient-il. Vous avez vu ces costumes Dogon dans toute leur variété, au plan de la coupe, mais aussi des couleurs. L'association Fraternité et Sympathisants est créée en 2022. Elle est composée de jeunes comédiens, artistes, influenceurs engagés dans la promotion et la protection de la culture malienne.
Il est au rendez-vous pour l'actualité sportive. Bonsoir Siragatou Sissé. Bonsoir Khadijatou Kone. Alors les dames à l'honneur, foot féminin, le tournoi de montée en Ligue 1 a disputé ce dimanche la deuxième journée. Oui, dans la poule A, Teria de 100 bat Tafin de Koulikoro 3 buts à 1. L'AFA Club de Tombouctou et Tigresse de Bougouni se séparent 0-0. Dans la poule B, un seul match s'est déroulé. Succès 3-1 des Tigresses de Caille sur Badegna de Mopti. La commune 3 était exemptée. La troisième et dernière journée est programmée le 30 octobre. Et le tournoi de la fraternité en guise de préparation au club de la Ligue de Bamako est en cours au complexe scolaire sportif ABM Foot. Tout à fait. L'ASRL a pris le dessus ce dimanche sur l'équipe de FC Yara. 2 buts à 1. Victoire écrasante de Binga FC 3-0 sur Babarsen FC. Hier, le Stade Malais de Bamako s'était imposé 2-0 face à Derby Academy. Carton de l'ASCO 3-0 sur Nation Foot. Cette coupe, Sirati Sissé, est à sa deuxième édition. Occasion rêvée pour les clubs de la Ligue de Bamako de se mettre en jambe avant le démarrage de la nouvelle saison. Et ce rendez-vous, cérémonie de Ballon d'Or 2024, l'événement récompensant le meilleur joueur de l'année est prévu demain lundi à Paris, en France. Oui, le tapis rouge sera déroulé au meilleur des meilleurs. Le successeur de l'Argentin Lionel Messi, 8 fois lauréat, sera connu. Selon certaines indiscrétions, le Brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, serait le grand favori au Ballon d'Or chez les messieurs. Et chez les dames, le trophée pourrait revenir à l'Espagnol du FC Barcelone, Aitana Bonmati. D'autres récompenses individuelles et collectives seront décernées. Événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. La cérémonie du Ballon d'Or sera retransmise en direct sur Ortem 2 à partir de 19h. À partir de 19h, le rendez-vous est pris. Octobre Rose, l'association Tamaha a organisé ce matin une marche sportive pour sensibiliser la population sur la campagne. Il s'agit pour cette association de lutter contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Le thème choisi est « Marchons pour celles qui se battent car l'espoir fait vivre ». La marche sportive s'est prolongée sur 6 km. Daouda Kone. Du Palais des Sports en passant par le monument de l'Obélix et de la place Cannes, les marcheurs et marcheuses ont parcouru une distance de 6 km. Après la marche, une cérémonie a permis de passer les messages de sensibilisation afin que les femmes puissent venir se faire dépister. Nous marchons aujourd'hui pour honorer la survivante du cancer, soutenir celles qui luttent et rappeler l'importance du dépistage et de la prise en charge rapide. Dans son initiative, l'association Tamaha a été jointe par de nombreuses autres associations de malades et experts en médecine et en pharmacie pour rendre la voix encore plus audible et le message perceptible sur un sujet d'inquiétude à l'échelle mondiale au regard de son taux de décès qui tourne autour d'une femme sur 8 touchée par la maladie à travers le monde. Je ne trahis pas de secret. Il y a 3 semaines, j'étais à Rabat où on a mis tous les pays francophones ensemble. Quand on a présenté les programmes, l'expérience du Mali était la plus complète possible. Ça ne peut pas se faire. Ce n'est pas la chose de TGT, ce n'est pas la chose de Y. C'est un ministère de la Santé et du Développement social, avec tous ses partenaires, sans exclusif aucun, qui a mouillé le maillot pour être là à ce niveau aujourd'hui. C'est ce que nous avons dit. D'ici quelques années, il faut qu'il y ait 0 cancer du col et cancer du sein au Mali. Vous voyez à quel point les gens sont engagés pour vous, les femmes d'abord. Donc je pense qu'ils ont fait de leur mieux. À travers cette marche sportive, les responsables de l'association entendent apporter leur contribution dans la campagne de sensibilisation pour permettre aux femmes de se protéger pour prévenir les cancers du sein et du col de l'utérus. Un mot de volleyball, fin ce soir du championnat national avec le sac de l'AS 1008 logements, 3-7-0 sur la commune 4. Oui. Merci bien, Siragatou, et bon début de semaine. Merci, pareillement. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Nos grands-pères disaient que ce sont nos choix qui font de nous ce que nous sommes. À méditer. Bonne fin de soirée à tous.